Cette planète, c'est chez nous. Une planète parfaite, unique et différente de toutes celles observées à ce jour. Nous ignorons encore comment la vie surgit ou si elle a pu apparaître ailleurs. Mais ici, il y a la vie. Nous habitons une planète vivante qui impressionne par sa beauté et sa diversité. Si les humains ou cette vie venaient à quasiment s'éteindre, comme par le passé du fait d'un astéroïde, d'une bactérie ou de notre intellect encore trop archaïque, la vie évoluerait probablement encore vers de nouvelles variétés multiples et des chemins encore plus complexes. Cette planète est la source de la vie. Cette étoile, c'est chez nous, une petite étoile, ni trop jeune, ni trop vieille. Une étoile dans la fleur de l'âge, dont les rayons illuminent et réchauffent. Une étoile qui nourrit de ses rayons les plantes, nos sœurs, à la base de notre subsistance. Une étoile qui, si elle avait été un monstre, projetant des ultraviolets infernaux, n'aurait probablement pas rendu possible la vie sur Terre. Cette étoile est la source de la vie. Cette galaxie, c'est chez nous. Une galaxie vaste, majestueuse, encore vivante avec ses volutes de gaz et d'étoiles s'enroulant en bras spiraux autour de son cœur. Un trou noir supermassif endormi. Une galaxie qui, si elle était morte, comme tant d'autres déjà dans notre univers vieillissant, n'aurait pu héberger le Soleil et la Terre. Cette galaxie est la source de la vie. Laniakea, c'est chez nous. Laniakea, ce super amas de galaxies est le cocon qui nous rassemble tous. Laniakea est notre territoire dans l'univers, à côté de celui de nos voisins, Persée-Poisson, Coma et Chapelet. Cet horizon céleste, bien qu'immense, est délimité et réconfortant. Laniakea est la source de la vie. Nous sommes ici dans Laniakea, nous sommes ici dans la Voie lactée, nous sommes ici près du Soleil, nous sommes ici sur Terre, et nous n'irons nulle part ailleurs. Chez nous, c'est cette planète qui tourne autour de cette étoile, dans cette galaxie qui danse au sein de ce super amas. Dans l'objectif de nos télescopes, peut-être découvrirons-nous un jour une autre planète propice à la vie. Mais nous ne sommes pas encore assez évolués pour nous déplacer ailleurs dans la galaxie. Nous sommes fragiles et l'univers est hostile. Parmi les formes de vie sur Terre, nous sommes la seule à connaître notre place dans l'univers. À grand pouvoir, grande responsabilité. Nous sommes la seule forme à pouvoir protéger les autres formes de vie et les autres entités planétaires que sont les glaciers, les forêts, les sols, les océans et l'air. C'est là le sens de notre vie, c'est là notre mission, c'est là notre devoir. Nous sommes le seul rempart pour contrer la prochaine extinction qui pourrait menacer cet écrin de vie qu'est la Terre. Bonsoir à toutes et à tous. Vous comprenez qu'avec le son, c'était quand même mieux pour vous permettre de vivre pleinement ce moment d'émerveillement.
Alors soyez les bienvenus au Festival Atmosphère pour cette rencontre unique entre Hélène Courtois, astrophysicienne, et également Jean-Pierre Gou, écrivain et président de One Home. One Home, c'est le projet que vous venez de découvrir en vidéo, on y reviendra dans un instant. Mais juste avant, ce que je vous propose, c'est d'embarquer ensemble pour un voyage exceptionnel au cœur de l'humanité. Alors ce voyage au cœur de l'humanité, il ne commence pas ce soir évidemment, il a commencé il y a bien longtemps avec différentes étapes et escales clés. Et notamment il y a 100 ans, le 6 octobre 1923, Edward Hubble prend ce cliché qu'on va découvrir dans un instant à l'écran. Il a été pris depuis un observatoire de Pasadena à Los Angeles. De quoi il s'agit ? Alors, je vais commenter, même si je ne suis pas astrophysicien, mais comme je t'avais envoyé, et puis Hélène me corrigera si je dis des bêtises, mais en fait, on a fêté les 100 ans de cette photo la semaine dernière et j'étais surpris qu'on n'en parle pas dans les journaux. Pourtant, pour moi, qui suis écrivain, mais j'étais mathématicien avant, pour moi, c'est un moment clé dans l'histoire de l'humanité et de notre compréhension du monde. Il a pris cette photo et il pensait au départ que c'était une nébuleuse, donc un amas de gaz et d'étoiles. Et en utilisant des techniques qui étaient développées par une astronome, une femme, Enrica Leavitt, il a calculé que la distance à ces étoiles était de 2,5 millions d'années-lumière, alors que la Voie lactée fait que 50 000 km de rayon, je crois. Et là, il s'est dit, mais en fait, ce truc-là, ça ne peut pas être dans la Voie lactée, c'est autre chose. Et en fait, cette photo, c'est la photo de la première galaxie. Et il avait photographié Andromède. Donc, en développant en fait notre science et nos instruments, soudain, en un jour, l'univers était devenu infiniment plus grand. Donc, ce jour, on devrait le célébrer. Voilà. Donc, c'était 100 ans, le 6 octobre, là, il y a quelques jours. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. Hélène, si tu veux compléter. Bon, alors moi, je regarde cette photo du point de vue d'un observateur. Effectivement, je vois qu'il a marqué. Alors, moi, ce qui me tue, c'est ce qui est écrit à la main, parce que souvent, moi, j'écris sur les plaques photographiques comme ça avec des feutres. En tout cas, je le faisais quand j'étais en thèse. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais il s'est rendu compte qu'il y avait une étoile là-haut, qui est une étoile variable et qui n'est pas une étoile de guidage. Donc, il a vu énormément de choses. En fait, je suis en train de me faire mon film, si c'était moi qui étais au télescope. Et puis, je pense que ce qu'il a vu, je ne sais pas si vous voyez, mais dans toutes les régions sombres, en fait, il y a des régions plus claires. Et je pense qu'il a vu que c'était asymétrique et que ça commençait à faire des bras, en fait. Et en général, quand c'est asymétrique, c'est qu'il y a une rotation. Donc je pense que c'est là qu'il a commencé à imaginer que tout ça, c'était pas qu'un nuage de gaz et que c'était à l'extérieur. Et ensuite, comme tu dis, les travaux d'Henrietta Leavitt ont permis de mesurer la distance à cet objet, qui est tellement plus loin que forcément c'est en dehors de notre galaxie. Et effectivement, 1923, c'est aussi les dates autour desquelles Einstein et sa femme, qui était la mathématicienne, ont écrit la relativité générale. Et en fait, c'est vraiment le moment de bascule entre Einstein, qui ne savait pas qu'il habitait dans une galaxie, qui ne savait pas que l'univers était en expansion, qui pensait que tout était statique, et il a dit plusieurs fois qu'il a fait la plus grande bêtise de sa vie quand dans les équations les équations de la relativité générale venait l'expansion de l'espace, et il a rajouté une constante sur laquelle on travaille aujourd'hui quasiment tous les jours, qui s'appelle la constante lambda de cosmologie. Et il a mis cette constante pour freiner les équations, pour que surtout l'univers soit statique, en fait, parce que c'était un moment où... Donc en fait, l'humanité a fait un pas dans les années 1920, effectivement, il y a 100 ans. Et en gros, c'est exactement ce que tu dis. On vit à l'intérieur d'une chose et l'univers est là, en fait. Et en fait, l'univers est pareil. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on fait avec l'Aniakea et ce que j'ai montré hier soir, c'est qu'une fois qu'on a découvert un objet et qu'on voit qu'il y en a d'autres, après, on se rend compte de l'universalité des équations, des lois de gravitation, etc. On y reviendra juste après parce que c'est important de s'y arrêter. Revenons sur les images qu'on a découvertes en introduction. C'est donc le projet One Home. Personnellement, ce projet, j'ai découvert il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, ici au Festival Atmosphère. Et pour la petite anecdote, c'est au Festival Atmosphère que vous vous êtes rencontrés. L'idée de ce projet, enfin de cette vidéo, elle est née d'une discussion qu'on a eue après, pendant le Festival Atmosphère, où Hélène avait vu des images. Nous, en fait, on a fourni les images du début, des images de la Terre, et ce sont des images qui sont prises par un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc 4 fois la distance Terre-Lune, sur l'axe Terre-Soleil, et c'est un satellite qui, tous les jours, prend 10 photos de la Terre sous différents angles éclairés. Et avec un ami, on a eu l'idée de les animer et de faire des vidéos de la Terre en entier. Et en fait, on a construit ce projet pour faire vivre aux gens l'émerveillement et le
bouleversement qu'ont ressenti les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et ça s'appelle l'overview effect. Donc nous, on a une ONG qui s'appelle One Home, et avec lesquelles tous les jours on peut animer des images de la Terre. Et moi, j'avais toujours dans mon esprit ce dézoom du film Contact, dans lequel on part de la Terre et on va jusqu'aux grandes structures de l'univers. Et je dis à Hélène, moi mon rêve, ça serait de faire un overview effect, c'est-à-dire au lieu de nous regarder déjà depuis 1,5 million de kilomètres, qu'on se regarde du plus loin possible. Et juste avant, Hélène avait montré les images de l'IKEA sur scène. Elle me dit, mais moi j'ai toutes les images pour faire le lien. Et donc on a créé cette vidéo, elle a écrit le texte, lu ce texte, et pour nous amener à avoir un regard sur nous-mêmes, de se dire, voilà, c'est là qu'on est, c'est là que... c'est ça dont on doit prendre soin, quoi. Voilà. Le projet One Home, ça fait plusieurs années maintenant qu'il existe. Est-ce que vous avez le recul suffisant pour mesurer quelque part l'impact de ce projet, de ce que suscite l'émerveillement et l'émotion? Est-ce que l'émotion permet de passer à l'action? Moi, j'ai donné plus de 300 conférences sur One Home, et à chaque fois, on arrive à mettre les gens dans un état d'émerveillement et d'éblouissement. Et il y a beaucoup de gens, après ça dépend, je pense que le passage à l'action, c'est un chemin. Donc je pense que le projet One Home, comme un documentaire, une chanson ou une conférence scientifique, fait faire un pas aux gens. Parfois ce pas il est décisif, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est toujours un pas décisif. Mais il y a des gens, dans certaines projections, on arrive à une espèce d'état de grâce, ça peut les amener à shifter, quoi. Et en tout cas, de poser un regard différent, parce que ce n'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, et pas nécessairement non plus dans l'écologie, de se dire, voilà, c'est de ça dont on est responsable, et de rien suggérer, de laisser les gens déduire ce qu'ils veulent en déduire, et chacun à son échelle va se dire, qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ça? Et les astronautes, quand ils ont découvert la Terre dans l'espace, il n'y avait pas un mode d'emploi de ce qu'ils devaient faire avec ces images, et pour beaucoup, ils sont tombés amoureux de la Terre, et ils ont compris que c'était un système qui était vivant, qui était fini, qui était interconnecté, et qui était rien dans un immense cosmos noir. Et c'est aussi ça qu'on voulait amener aux gens, c'est-à-dire ces abysses, quoi, qui impressionnaient déjà Pascal et d'autres. Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? On est là. Voilà. C'était ça qu'on voulait faire, et ça fonctionne sur des gens, et on essaye toujours de varier, c'est-à-dire on fait des choses avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des artistes. On a des vidéos juste avec de la musique, et on essaye d'aller trouver la grâce, quoi. Et il y a plein de moyens, parce que les gens ne sont pas sensibles nécessairement aux mêmes musiques, donc on est toujours en train de tester des supports. Et si vous allez sur notre site onehome.org, toutes ces vidéos sont téléchargeables gratuitement, elles sont montrées dans des écoles, dans des entreprises, etc. Donc, puis vous pouvez les montrer à vos familles, voilà. Et de s'offrir ça, un regard sur nous-mêmes de temps en temps, quand vous êtes stressé, ça fait toujours du bien aussi. Donc. Et on parlera tout à l'heure justement de la manière d'adresser le narratif autour de ces sujets. Alors, Hélène, votre quête, elle est immense, on peut dire ça, avec de par vos nombreux travaux de recherche. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, je ne l'ai pas dit en introduction, qu'aujourd'hui, vous êtes présent en salle. Il y a également le live streaming. Donc, il y a des personnes qui nous suivent, et on s'accordera quelques temps pour des questions-réponses, parce que je vous imagine que vous avez de nombreuses questions. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une astrophysicienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches actuelles et aussi de vos travaux futurs ? Oui, alors donc mon travail, c'est d'être cosmographe, donc je fais des cartes de l'univers, comme un géographe qui fait des cartes de la Terre. Alors je ne fais pas des cartes pour faire des cartes, j'aimerais bien, mais en fait j'ai quand même une question scientifique qui me taraude là-dessous, et ce que j'essaie de comprendre, c'est la gravitation, et donc cette fameuse équation de la relativité générale, le lien entre la gravitation et l'espace-temps. Alors pourquoi? C'est parce qu'on est toujours en train de travailler sur de l'héritage, en fait, de l'héritage à l'humanité, des nouvelles connaissances qu'on partage. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, de pouvoir faire ça, mais c'est pas que pour moi, du coup c'est pour tout le monde. Comme quand le boulanger fait son pain, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc voilà, ça fait partie de ce que je pense être l'humanité. C'est-à-dire que chacun a son rôle à jouer et doit partager ce qu'il est ou ce qu'il fait. Donc moi, pourquoi je creuse la gravitation? C'est parce que c'est encore une des lois fondamentales. On sait qu'il n'y en a pas tant que ça. Finalement, l'univers est assez simple sur les bases. Après, il a développé de la complexité. Mais il y a des lois fondamentales qui régissent les choses. Et la gravitation, on rencontre ça dès qu'on est tout petit, qu'on veut apprendre à marcher. On commence par tomber. Et c'est parce que la Terre nous attire. Et quand on fait tomber nos clés, nous, on est des êtres orientés par la gravitation. Vous faites du yoga, vous mettez la tête en bas,
Vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, en fait, vous êtes fait pour vivre dans le bon sens de la gravitation, en fait. Donc voilà, la gravitation, c'est une grande question pour nous aujourd'hui. Comme je dis, parfois, quand on a compris l'électron, l'électricité, au début, c'était un petit peu magique, finalement. Comme je dis à mes étudiants, on fait de la magie là, quand on fait de l'électricité. Hier, je faisais passer des examens d'électricité à l'université. Et parfois, ils croient qu'on fait de la magie encore. Et en fait, l'électron, c'est la base d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les téléphones portables, ce micro, votre voiture, votre cafetière, quand j'allume un interrupteur, enfin, le monde est transparent pour un physicien, on comprend tout, on voit tout parce qu'on comprend la technologie. On est basé sur l'électronique, c'est hyper énergivore, ça dépense, il y a des fuites de chaleur énormes sur nos calculateurs, sur absolument tout. C'est pas une solution pour notre société. On passe tout doucement, on essaye de faire passer le message qu'il faut passer un petit peu. On a commencé à comprendre la lumière depuis quelques temps. Et donc, à la fois, comme elle est ondulatoire et une particule, on peut faire les fibres optiques, par exemple, que vous connaissez. Ça passe beaucoup plus d'informations, beaucoup plus vite, avec beaucoup moins d'erreurs qu'un câble qui est basé sur les électrons. Et donc, on peut imaginer toute une société moins énergivore basée sur la photonique, y compris des ordinateurs. Et puis, qui sait sur la gravitation, parce que ça prend à peu près, donc j'en ai parlé hier soir un petit peu pour ceux qui étaient là, ça prend du temps entre la science fondamentale et la science appliquée. Il faut trouver les lois fondamentales pour qu'après on puisse développer des technologies, des brevets, et qui passent directement dans le grand public, parce qu'il n'y a pas de brevet sur la science publique, sur ce qu'on fait. Donc par exemple, vos fours à porte froide, tous les anciens dans la salle savent qu'avant on disait toujours ne t'approche pas du four, tu vas te brûler les doigts sur la porte du four. Je me suis déjà brûlé les doigts sur le four quand j'étais petite. Ça n'existe plus depuis qu'on a fait les miroirs du VLT par exemple, parce qu'on a appris à refroidir 1 mètre de verre d'épaisseur, et que d'un côté c'était 1000 degrés, de l'autre côté c'était 20 degrés à température ambiante, et il fallait qu'on le refroidisse d'une façon qu'il n'y ait pas de défaut dans la structure pour faire un miroir parfait. Donc, parce qu'il y a des télescopes, plus personne ne se brûle les doigts à la maison. Incroyable. Vos téléphones portables, si vous pouvez faire des photos ce soir avec vos téléphones. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a des astronomes qui ont créé Megacam à Hawaï, c'est-à-dire la plus grande caméra. On a inventé le pixel, en fait, parce qu'on en avait marre de ces plaques photos là qu'il fallait développer. Et en fait, avec le pixel, on a fait une grande caméra qui a été très longtemps le plus grand, qui était dans le Guinness Book des records. Je suis très bavarde. Donc je ne fais même plus la question à la base. Mais bref, pour vous dire qu'en fait, la science fondamentale, c'est pour tout le monde. Ça passe. Donc moi, c'est des questions fondamentales que je... C'est-à-dire qu'il y a une limite entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Moi, je suis là, sur cette frontière, tous les jours. Est-ce que je grappille un petit peu de plus de connaissances ? C'est pour le repasser à tout le monde juste derrière. Voilà. Et actuellement, c'est la gravitation. Alors on va aller un peu plus loin, parce que hier soir, vous avez présenté quelque chose d'absolument fascinant. Donc ça sera peut-être une découverte ou une redécouverte pour certaines et certains. C'est le télescope Euclide qui a été lancé cet été. Qu'est-ce qui va changer avec ce projet ? Qu'est-ce qu'on va être amené potentiellement à découvrir dans les 10 prochaines années ? Alors, c'est la vitesse à laquelle on découvre des choses ou la vitesse à laquelle on avance. Donc, l'Aniakea, c'était 500 millions d'années-lumière cartographiées. Hier soir, j'ai montré une carte d'1 milliard d'années-lumière. Donc, maintenant, on a les 5 voisins de l'Aniakea. Ça s'est fait en 5-6 ans, là, ces derniers temps, alors que j'avais passé 30 ans pour réussir à faire l'Aniakea. Et en fait, on a des vidéos. Est-ce qu'on peut en passer on peut regarder la vidéo. On en a 4. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez au choix ? 1, 2, 3, 4. La 1. La vidéo 1. Merci beaucoup. Voilà. Alors la 1, donc l'Aniakea, finalement la vidéo One Home, on l'a fait il n'y a pas très longtemps avec Jean-Pierre, et on ne sait jamais quand on réussit. On ne peut pas prédire dans le temps. Les gens nous demandent sur nos bourses de recherche de prédire ce qu'on va trouver dans 3 ans. C'est idiot, parce qu'on ne peut pas prédire. Et en fait, quelques mois après qu'on ait fini la vidéo One Home, en fait, j'ai réussi à finir cette cartographie qui est 2 fois plus grande. Et du coup, maintenant, on a ces 5 super amas qui sont cartographiés autour de l'Aniakea. Donc, on l'a mis en orange. Donc, j'ai un artiste qui m'aide
On peut passer, on peut passer la 2, je pense. On va découvrir 2, la deuxième finalement, vidéo plutôt également. que la 4. Tu fais du mal aux jeunes là-bas derrière, je suis désolée. Comme ça, vous voyez les noms, en fait, parce qu'il y a Hercule, Chapelet, Persée, Poisson, les Puces et Apus. Alors, c'est des noms de constellations derrière lesquelles on les voit depuis la Terre. Donc, Apus, ça veut dire, en fait, l'oiseau de paradis, les puces, donc Perseus Piscis, c'est les noms grecs ou latins qu'on utilise pour les constellations, mais c'est des jolis noms, y compris Hercule et Chapelet. Donc en fait, c'est les plus grandes structures qui sont formées par la gravitation et l'expansion, donc ces deux forces contraires. S'il n'y avait que la gravitation dans l'univers, toute la matière, tous nous là, on serait tous au même endroit. Hop. S'il n'y avait que l'expansion, on serait tous dissipés dans l'univers. Et en fait, c'est parce qu'il y a les deux forces. Le mot est mal dit, c'est pas des forces en fait. Mais c'est pas grave, c'est une façon de parler. C'est parce qu'il y a ce tir à la corde, qui font que. Et alors, vous voyez, vous en voyez 3 autres là-haut, les violets. Alors, je sais pas laquelle, mais t'as passé, mais vas-y. Alors celle-ci, je leur ai pas donné de nom. C'est un tout petit bout de choses qu'on commence à voir tout au fond de notre cartographie. Donc, c'est avec un certain télescope qui est allé gratter un tout petit peu plus loin dans une seule direction sur l'hémisphère nord. Et on commence à voir des choses très très loin là-haut. Et ça, en fait, c'est pour vous dire qu'il y a une nouvelle technologie là, sur Terre dans 5-6 ans. Je pense qu'on aura atteint cette distance-là dans le volume en entier, avec des télescopes qui sont aux États-Unis, au Chili, en Afrique du Sud, en Chine. Donc on aura fait toute cette cartographie-là, je pense, dans 5-6 ans. Et Euclide, qui est parti dans l'espace au 1er juillet. Donc ça fait 1 milliard d'années-lumière. Euclide va faire jusqu'à 10 milliards d'années-lumière. C'est un télescope cartographe. Alors, il ne fera pas à 3 dimensions comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un cône, une percée dans l'univers, une cartographie le long de... Alors, c'est quand même beaucoup, c'est 1/3 du ciel. Jusqu'à 10 milliards d'années-lumière, ça veut dire qu'on va passer l'adolescence, on va aller dans la jeunesse de l'univers. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir cette loi de la gravitation. En fait, est-ce qu'elle a changé ? Vous avez appris à l'école, vous avez peut-être appris à l'école qu'il y avait une constante de la gravitation, la constante gravitationnelle, qui est une unité de base dans l'univers. En fait, nous, on se permet de poser cette question. Est-ce que cette constante, elle a changé dans le temps ? Est-ce qu'elle change avec les environnements ? Et est-ce qu'on construit, en fait, avec cette cartographie de Euclide, donc qui va un peu plier l'affaire d'ici. Alors, tous les jeunes, il faut vous mettre là-dessus, parce que vous pouvez avoir le prix Nobel sur un truc pareil. En fait, on construit, le diagramme qu'on construit, c'est une courbe de croissance de ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des grandes structures, les grandes structures de l'univers. Donc c'est comme dans un carnet de santé d'un enfant, vous avez sa courbe de croissance, à 1 an, il naît à 50 cm, après il fait 1 mètre, après il fait 1,50 m. Et donc il y a des poussées de croissance là. Quand les bébés ils ont une poussée de croissance, après à l'adolescence il y a une poussée de croissance, et l'univers pareil. C'est un truc de fou, mais il y a eu l'inflation, tout de suite après le Big Bang, poussée de croissance. Et vers la moitié de son âge, il y a eu à nouveau une accélération dans l'expansion de l'univers. Et nous, on est en train d'essayer d'écrire de mesurer cette courbe de croissance des grandes structures. Ça s'appelle vraiment le growth factor, le taux de croissance des grandes structures. Et ça, c'est la clé sur ces 2 questions fondamentales de la physique du XXIe siècle. Donc on peut dire gravitation, expansion, ou alors il y en a d'autres qui disent matière noire et énergie sombre. Donc c'est soit on utilise une description phénoménologique, gravitation c'est ce qui se passe, expansion aussi, soit on donne des noms, et les noms c'est toujours des demi-blagues. Il faut savoir que les astrophysiciens, il y a toujours un 2e degré. Et en fait c'est souvent issu de blagues. Le Big Bang c'est issu d'une blague, ce nom. La matière noire c'est issu d'une blague. C'était une mauvaise traduction aussi au départ, un peu comme le Big Bang. Parce que si c'était noir, vous avez vu les photos de Hubble, en fait, super facile à cartographier. Le noir, ça absorbe la lumière. Donc, pouf, ça fait un truc noir. C'était noir, je l'aurais vu depuis longtemps. Donc, moi, je l'appelle la matière transparente parce qu'effectivement, on n'arrive pas à la cartographier. Mais quand je fais mes cartes, c'est des cartes en mouvement. Vous avez vu, c'est de la dynamique. Et en fait, les galaxies vont beaucoup trop vite. Nous allons beaucoup trop vite vers ce gros paquet de galaxies qui s'appelle le grand attracteur. Donc il y a un attracteur dans tous les supercontinents. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, l'universalité de la gravitation. Et en fait, on se déplace
tellement vite qu'on est obligé de mettre un modèle où il y aurait 5 fois de plus de choses, 5 fois plus de masse de partout, là, avec notre constante de la gravitation, avec la loi de la gravitation actuelle qu'on connaît, celle d'Einstein, pour comprendre, en fait, pour résoudre ces mouvements. Et donc 5 fois, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est comme si j'enlève, quand il y a 5 personnes, là, j'en enlève 4 que je ne vois pas. Et en fait, je sens leur attraction gravitationnelle quand même. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'assez... On ne peut pas la passer sous le tapis. Et l'énergie noire, c'est aussi une blague, le mot. Donc l'énergie noire, ce n'est pas exactement l'expansion, c'est ce qui pousse l'expansion à s'accélérer, parce qu'en fait, on est dans une phase d'accélération actuellement. Donc c'est une source d'énergie qu'on pourrait rapprocher de l'énergie du vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites le vide dans un tube à vide très puissant, et vous allez avoir de la matière qui émerge du vide. Ça, on le sait le faire, on le fait au CERN tous les jours. En fait, il y a de l'énergie dans le vide, mais il y a un facteur d'échelle entre ce que nous, on mesure à l'échelle astrophysique et ce que mesurent les physiciens des particules. Et on a l'impression que c'est la même entité de physique, mais ce n'est pas du tout la bonne échelle qu'il nous faut pour expliquer. Donc en fait, nous, on est comme le plus grand laboratoire, sauf qu'on ne manipule pas nos objets, c'est eux qui se présentent à nous. Mais on a les plus grandes distances, les plus grandes masses. En plus, on a l'histoire dans le temps. Et on compare tout ça avec la physique qu'on arrive à faire en laboratoire, en accélérateur. Et pour bien comprendre, en fait, avec le télescope Euclide, si je ne dis pas de bêtises, oui. à horizon 6-7 ans, on sera en mesure de répondre à des questions fondamentales comme la gravité, l'espace-temps, ce qui est quand même historique, on peut dire. On s'attend en fait à un saut conceptuel comme celui que tu as. On s'attend à ça en fait. Donc nous, nos cerveaux sont très malléables. On dit toujours en recherche, en fait, ce que hier je pensais comme solide comme du fer, peut-être que ce matin en me levant, non, mon cerveau a déjà fait est dans un état suivant de conceptualisation. Et en fait, c'est ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde soit dans ce phénomène et que tous les cerveaux en fait se changent en même temps pour suivre. C'est notre plus grand souhait en fait, parce que le faire nous dans notre cerveau, c'est sympa. Mais c'est en fait si on avance tous en même temps dans la connaissance, c'est autre chose. Là, c'est le moment où je m'aventure dans un exercice hyper risqué, parce qu'il nous faudrait 2 heures pour aborder ce sujet, mais je sais que ça fait partie des questions que vous posez, donc je vais y aller. Je précise qu'on n'a pas 2 heures, donc l'objectif, le défi, c'est de réussir à répondre à ces questions fondamentales de manière très courte. Dans la cartographie actuelle et à l'état actuel des recherches et des connaissances dont on dispose, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de l'origine de la vie et comment est-ce qu'on peut répondre à la question de sommes-nous seuls sur Terre? On n'a pas 2 heures. Dans l'univers, tout à fait, merci pour cette précision. Sur le sommes-nous seuls dans l'univers, c'est quand même une question quand on a appris que déjà, il n'y avait pas que nous comme planète, il n'y avait pas que le Soleil comme étoile, ou qu'il n'y avait pas que notre galaxie comme galaxie, et que là, maintenant, on voit des centaines de milliards de galaxies. Ça pose la question, effectivement, de savoir si le phénomène de la vie, il existe ailleurs ou pas. Et donc là, il y a 2 réponses, oui ou non, quoi. Le non, on ne pourra jamais le prouver, parce que, en fait... on ne pourra jamais démontrer qu'il n'existe pas de la vie, quoi. Et le seul truc qu'on peut éventuellement trouver, c'est qu'il en existe ailleurs, quoi. Et donc après, ça ne dit pas la réponse. Aujourd'hui, la seule forme de vie qu'on connaît, elle est sur Terre. On fouille encore dans le système solaire. Il y a encore des lunes de Jupiter et Saturne où on n'a pas encore fouillé. On pourrait peut-être trouver des choses, mais c'est probablement plus loin, quoi. Et plus loin, on sait maintenant qu'il y a des exoplanètes. Ces exoplanètes pourraient avoir de la vie ou même des biosphères, c'est-à-dire un organisme, super-organisme qui comprend toutes les interrelations entre les différentes espèces. Et notre technologie, comme le disait Hélène dans le film, ne nous permet pas aujourd'hui de voyager là-bas. Donc on dépend des instruments qui nous permettent de zoomer. Donc on en sait un petit peu plus avec le James Webb. Il y aura d'autres générations de ça. Mais donc c'est une longue quête. Et tant qu'on n'aura pas une deuxième forme de vie, on ne sait même pas ce qu'est la vie. On connaît la vie telle qu'on la connaît sur Terre, mais quelque chose aurait pu évoluer de manière différente, et peut-être qu'elle est partout autour de nous, mais ce qu'on cherche n'est pas la manière dont elle se manifeste. Peut-être c'est une onde, peut-être c'est quelque chose d'autre. Donc
moi qui suis écrivain, je suis toujours, voilà, j'ai regardé tous les films de science-fiction, on voit d'autres formes de vie, mais très souvent c'est anthropomorphisé, et peut-être que c'est complètement autre chose, quoi. Et peut-être que c'est déjà partout autour de nous, et moi je trouve que c'est fascinant, et si on arrivait, je dirais, dans le courant de ma vie, à avoir une forme de contact avec autre chose, quoi. Et c'est même pas forcément un contact intelligent, mais déceler qu'ailleurs, ce même élan extraordinaire qu'on a vu sur la Terre exister, je trouverais que ça serait extraordinaire. Et quand on regarde la vie sur Terre, il y a des gens qui sont certains qu'il n'y a pas de la vie ailleurs, mais moi je vois quand même de la magie, c'est-à-dire de la matière qui s'auto-organise pour créer des structures de plus en plus complexes, qui au départ étaient inertes, puis après des chaînes de réactions chimiques, qui après créent des êtres vivants, unicellulaires, puis après multicellulaires, puis après une biosphère, puis après des êtres pensants, des êtres conscients. Et le summum de la création, c'est d'arriver à des physiciens qui sont des particules qui s'interrogent sur l'univers eux-mêmes, quoi. Donc là, vous avez l'aboutissement de 13,8 milliards d'années de notre univers qui se dit « Qui suis-je ?» Voilà, vous avez Hélène Courtois. Ok, merci. Donc on n'a pas 2 heures. Donc moi je suis assez d'accord. Je pense que ça serait, bon, déjà ça serait vraiment pas humble de penser qu'on est les seuls. Par contre, qu'est-ce que c'est que l'autre? Enfin, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver? Moi je trouve que si la première chose c'est qu'on n'a jamais vu un arbre ailleurs. Un arbre c'est un truc qui respire comme nous, c'est-à-dire comme nous, juste inversé entre le jour et la nuit, quoi, entre le CO2 et l'O2, mais un arbre, ça a besoin d'eau comme nous, ça a besoin de lumière comme nous, ça respire comme nous. Donc, essayons au moins de voir un arbre, qui est déjà une forme de vie hyper évoluée. Et ça, c'est ce qu'on s'attelle à faire en réalité. C'est-à-dire que les planètes, les exoplanètes que tu mentionnes, donc chaque année, il y en a plus. Je ne saurais même pas vous dire. Je ne dis plus le chiffre, parce qu'à chaque fois, il est faux. Mais on doit être à 4500, non? Ou voilà, je ne sais même pas. Chaque jour, il change le nombre d'exoplanètes qu'on connaît. Et en fait, on a des télescopes qui analysent l'atmosphère de ces exoplanètes. Donc là, on est dans le festival Atmosphère. Je vous rappelle que notre atmosphère, c'est notre bien le plus précieux qui nous sépare de l'univers hostile. C'est comme notre peau, quoi. Vous enlevez la peau à quelqu'un, il n'est plus là. Et les océans. Les océans, c'est notre sang. Enfin, l'eau, c'est notre sang, quoi. Et donc, on cherche, on analyse la peau de ces autres exoplanètes. Donc je ne raconte pas comme c'est difficile, parce que déjà voir une exoplanète, c'est difficile. Voir sa peau, son atmosphère, c'est hyper difficile. Et ce qu'on cherche dans les atmosphères, c'est des défauts de composition. C'est-à-dire qu'on connaît les atmosphères primaires. Mars a perdu son atmosphère, elle en a une petite. Vénus, elle en a une super pourrie, il ne faut pas aller sur Vénus. C'est de l'acide sulfurique qui vous tombe dessus. Enfin, on connaît les atmosphères un peu primaires. Donc nous, on a perdu notre atmosphère primaire, issue des volcans, tout ça. Celle-là, hop. Puis on en refait d'autres après, puis on en refait une, surtout si on a des arbres. Et donc on cherche une atmosphère qui a une signature de respiration, en fait, biologique. Et vous, moi, les plantes, en fait, on mange du soleil. C'est ça notre nourriture. C'est pas, en fait, on a besoin de la lumière de notre étoile et ensuite de la photosynthèse, qui est un truc essentiel à la vie. Il faut déjà former ça, la chlorophylle. Et après, ça va changer. En fait, ça va modifier l'atmosphère par rapport à une atmosphère primaire volcanique. Et si on trouve ça, en fait, c'est avoir trouvé la vie. Si on trouve un arbre, enfin, si on trouve une respiration, finalement, on aura trouvé la vie. Donc, moi, je suis fan de science-fiction. C'est pour ça qu'on a commencé à discuter quand on s'est rencontrés il y a 3 ans, parce qu'il m'a parlé de Contact. J'ai dit, ah oui, celui-là, je le connais de film. Parce que c'est un fondateur dans ma vie, je pense, de films. Mais effectivement, je regarde tous les navets, les séries B qui passent, les astéroïdes, tout. Parce que ça me fascine, en fait. À la fois la bêtise humaine, mais il y a une autre conférence demain soir sur ça. Mais en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que l'imagination, je pense, est bridée sur ce qu'on va peut-être découvrir. Et ce qu'il faut, c'est juste être prêt à ça. Je pense qu'on ne le dit pas assez. On écoute actuellement les 1000 étoiles autour de nous, je vous le dis quand même. Et on a la sensibilité avec notre radiotélescope de Green Bank d'entendre s'il y en a des signaux du style des communications d'un avion de ligne. Un avion de ligne avec une tour de contrôle. S'il y en a un dans les 1000 étoiles autour de nous, on peut l'entendre. Et on le fait. C'est-à-dire qu'on écoute.
Nous, on est écoutable depuis à peu près 60 ans. C'est-à-dire que les ondes radio, bien sûr, c'est pour parler entre ici, France Inter, machin. Mais en fait, ça part dans l'univers. Hein. Donc, croyez pas qu'il ne fallait pas envoyer un message. Les messages sont partis depuis longtemps. Donc, ils voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, ça veut dire que si on a commencé à émettre il y a 60 ans, en fait, il y a une bulle de 60 années-lumière autour de nous, où on a un rayonnement électromagnétique qui est cohérent. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va écouter ça, il va dire « Attends, mais là, il y a du signal. » Donc, il va entendre les émissions radio d'il y a 60 ans, mais c'est ce qu'il va entendre, en fait. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi. Quand on dit qu'on cherche de la vie, on ne cherche pas forcément... Donc, on cherche soit de la vie qui respire, ou alors il faudrait savoir ce qu'on cherche d'autre, parce que pour l'instant, on cherche la vie qu'on connaît, soit de la vie qui est intelligente, alors ça c'est encore différent, soit de la vie qui est communicante, qui est une autre forme de recherche. Donc on n'a pas 2 heures, mais c'est un... Je voulais juste ajouter un truc, parce que récemment j'ai vu qu'il y a des chercheurs qui ont proposé encore une autre façon de regarder s'il y avait de la vie, c'est de chercher des pollutions. Parce qu'ils se sont dit, là, s'il y a de la pollution, c'est qu'il y a une civilisation avancée. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut une fenêtre temporelle. C'est-à-dire que nous, notre planète, elle a 4,5 milliards d'années. Enfin, il faut se développer comme ça. Mais finalement, c'est court. C'est-à-dire que dans l'univers, il peut déjà y avoir eu de la vie qui s'est déjà éteinte, en fait. Donc, il faut être en même temps au même niveau de civilisation, au même niveau. Et ça rajoute, alors quand on fait l'équation de la probabilité, de découvrir une autre vie. Donc on met tous ces paramètres dedans. Je ne sais pas si vous la connaissez, il y a l'équation de Drake et puis elle a été améliorée par une astrophysicienne. En fait, le fait d'être... La synchronicité, c'est le pire. Parce que imaginez les Égyptiens, il y a 2000 ans, ils avaient une certaine technologie qu'on a déjà perdue, on en a une autre qu'on peut reperdre très facilement. Hein. Et en fait, c'est pas pendant 1 milliard d'années qu'on va émettre. Enfin, je ne sais pas pendant combien de temps, nous, notre société à nous, notre civilisation, elle va peut-être s'éteindre dans 50 ans. Peut-être pas. Hein. J'espère que non. Je pense qu'on est plus intelligent que ça, moi. J'ai un optimisme chevillé au corps, mais il faut qu'on dure. Il faut qu'on dure pour réussir à atteindre les autres étoiles qui auraient évolué en même temps que nous. Donc c'est assez compliqué. Hein. Je sais que c'est super frustrant et qu'on a tous et toutes envie de poursuivre. Je vous invite à poursuivre ce sujet et ce débat avec Hélène et Jean-Pierre juste après, mais vous en doutez, le temps passe, j'ai encore plein de questions à vous adresser. En 2009, le chercheur Johan Rockström et une vingtaine de ses collègues proposent un modèle théorique pour permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la Terre et aussi permettre aux sociétés d'interagir plus intelligemment avec la Terre. 9 limites planétaires, vous allez les découvrir à l'écran dans un instant, sont identifiées, dont la transgression rendrait notre planète nettement moins propice à la vie humaine. Comme vous pouvez le voir, en 2023, 6 limites ont été dépassées. La dernière en date est le cycle de l'eau douce. Et au moment où on se parle, on s'approcherait dangereusement du dépassement de 8 limites, avec 2 autres qui sont en train de suivre le même chemin. Alors, ma question, c'est à quoi ressemblerait concrètement un monde si on dépasse ces 9 limites planétaires? De quoi parle-t-on précisément? En fait, la planète, c'est comme un gigantesque être vivant. C'est une hypothèse qui a été formulée par James Lovelock, qui était un des premiers d'ailleurs à chercher dans les planètes des atmosphères instables pour se dire c'est peut-être la manière de détecter la vie. Et c'est justement en regardant notre atmosphère qu'il s'est dit qu'elle était instable et que c'était l'interaction entre des créatures qui respirent et des créatures qui font de la photosynthèse qui créait cet équilibre instable. Et donc que la vie avait créé les conditions de la vie. Donc il y a cette espèce de biosphère qui est invisible, qui est d'ailleurs une créature gigantesque avec laquelle on ne sait même pas comment communiquer, qui a son intelligence, ses cycles. Et ces cycles, justement, Rockström, ce qu'il se rend compte, c'est que ce sont des cycles qui sont très longs. Et nous, en quelques dizaines d'années, ou centaines d'années pour certains, on les a perturbés. Vous prenez par exemple le cycle du phosphore ou le cycle de l'azote, qui sont des cycles où
la Terre fait cheminer d'ailleurs toutes les molécules de la vie, CHNOPS, il y a des cycles pour tout ça, qui fait que partout, en fait, il y a tous les constituants de la vie qui sont là. Mais nous, le phosphore, on le prend à un endroit et on le relâche à un autre endroit, donc vous avez des zones sans phosphore et des zones avec beaucoup de phosphore. Et la biosphère, elle savait très bien faire ça, amener l'eau partout, vous avez des rivières, il y a des cartes incroyables qui existent, où vous voyez les bassins versants de tous les continents, et vous dites, il y a une espèce d'intelligence qui amène de l'eau, la petite goutte pour chacun, à part dans quelques déserts. Et nous, on a perturbé ça. Donc, et donc là, on sort des cycles de la vie. Et donc, c'est comme si le monde qui veillait sur nous devenait malade. Et donc, c'est comme si vous étiez peut-être comme un enfant à l'intérieur d'une mère qui est malade. Et donc, je pense que la vie, ça ressemblera à ça, c'est-à-dire un accouchement très difficile, voire un risque de mort et des conditions. Voilà. Et nous, on est en train de faire de la géo-ingénierie et de réinventer des cycles non naturels plutôt que de laisser ça s'éveiller. Et donc, voilà, et le pire, c'est quand vous avez plusieurs limites planétaires qui se croisent. Si au même endroit, vous avez dépassé celle de l'eau et celle du réchauffement climatique, là, vous vous retrouvez dans des multicrises qui sont très difficiles. Donc, on a miné le futur avec ce genre de choses. Et donc, il y a une urgence pour l'humanité à re-rentrer dans ces limites planétaires. Et ça, c'est le grand défi de la transition écologique, que déjà, on n'arrivait pas à faire juste avec le carbone. Puis là, maintenant, on sait qu'il y a 8 autres composants. Mais moi, je pense qu'au contraire, le fait qu'il y ait 8 autres composants où il faut faire attention à la biodiversité, l'utilisation des sols, l'eau, ça va nous amener à penser complètement autrement. Parce que toute la transition carbone, en gros, on essayait juste d'économiser du carbone, mais on ne se posait pas une question d'avoir une technologie qui soit biocompatible. Et la biosphère, parce que souvent les gens regardent la nature comme étant quelque chose de bête, en fait, n'importe quelle cellule humaine, elle est plus complexe que la plus complexe des usines de SpaceX, et elle marche toute seule, sans personne, et donc on devrait regarder la nature avec beaucoup d'humilité et créer des technologies qui soient aussi intelligentes que ça. Votre œil, il est plus complexe que le plus complexe des iPhones, et il est créé par l'amour de deux êtres, et le jour où vous mourrez, ça retourne à la Terre, il y a très peu de métaux, tout ça c'est fait avec beaucoup d'utilisation avec parcimonie des métaux, et nous on en utilise massivement. Donc je pense que c'est pas la technologie, c'est notre façon de faire la technologie qui est rudimentaire, et le biomimétisme par exemple, ça pourrait être quelque chose qui nous inspire. Donc voilà, l'enjeu de l'humanité, c'est d'arriver à s'adapter, à épouser ses limites planétaires, et voilà, et c'est à la fois, ça peut faire peur, mais c'est aussi incroyable de se dire qu'on est dans l'époque où on va réussir à faire cette transition, et dans 500 ans, dans 1000 ans, les gens se rappelleront de cette civilisation qui allait complètement dans le mur et qui a muté, et de se dire que en fait on fait partie de ça, de cette époque, et que chacun on peut agir. Je trouve que c'est au contraire fantastique. Oui, moi je suis complètement d'accord. Je pense qu'on est en train d'assister à une extinction. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, les autres extinctions qu'il y a eu, donc c'était des extinctions, ce qu'on appelle une extinction, c'est plus de 98% de la vie sur Terre qui disparaît. C'est pas la première fois, hein, c'est certainement pas la dernière fois non plus, parce que de toute façon, une météorite qui arrive, sincèrement, on le saura 3 semaines avant, donc on le vous dira pas, hein, parce que ça sert à rien. Comme souvent elles arrivent par le soleil, du côté, on est ébloui, donc on n'a pas le temps de les voir arriver, même les très très grosses. Une cyanobactérie, vous avez vu le Covid, même que ça sorte d'un labo, que ça sorte d'un océan, là ça s'acidifie l'océan, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a déjà une cyanobactérie qui est sortie, qui a fait une extinction totale quasiment de la vie. Un super volcan, ça peut arriver tous les jours, hein, demain peut-être, ce soir. Donc de toute façon, ça c'est un cycle naturel de la planète. Donc moi, la planète, j'ai pas peur dans le sens qu'est-ce qui va arriver. Ça c'est une extinction limite naturelle. On fait partie de la nature. Hein. Moi, je fais pas bien de différence. Les Tahitiens ont même pas le mot pour faire la différence entre les humains et la nature. Mais en fait, dans les limites, là, effectivement, la planète, notre biosphère, c'est-à-dire l'organisme dont on fait partie, a des limites. Si on le rend très très malade, il va se passer une extinction qui est causée par nous, cette fois, plutôt que causée par une bactérie, par un supervolcan, par une météorite. Bon, cette fois-ci, ça sera une des espèces vivantes qui l'a causée, mais c'est une extinction. Qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, on va vers une extinction. Moi, dès qu'on commence à toucher aux océans, et comme je vous ai dit, à la peau de la planète, il ne reste pas grand-chose. Hein. Ou bousiller le sang de quelqu'un, ou bousiller sa peau, en général, c'est 2 organes à peu près vitaux, qu'avant on n'appelait pas des organes.
assez bizarrement, mais voilà, donc on sait bien où on va. Par contre, c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de la Terre, qu'il y a des gens pour combattre l'extinction, en fait. Donc, combattre l'extinction d'une météorite, c'est presque possible, on y est presque. Il y a des technologies, vous avez peut-être entendu parler de DART, là c'est une expérience où on a tiré sur un objet extraplanétaire, en fait, pour voir si on pouvait vraiment le faire. Et l'idée, c'est de le dévier, hein, c'est pas de le faire péter, on n'y arrivera pas. Mais le dévier juste assez pour qu'il passe entre nous et la Lune, ça suffit. Il faut le dévier de pas beaucoup. On commence à être prêt, je pense. Une cyanobactérie, une bactérie qui sort d'un océan ou qui sort du dégel du permafrost, est-ce qu'on est prêt? Peut-être, hein, on a des biologistes, on est quand même un peu plus loin que des primates, un tout petit peu plus loin. Un supervolcan, on aura du mal, mais on peut déplacer de la population. Alors, il faut aussi vivre avec une mauvaise atmosphère pendant assez longtemps, après un supervolcan, hein, et au niveau planétaire. Hein. Donc il faut déjà se mettre d'accord tous ensemble, pas ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui arrive, on l'appelle un migrant, on ne l'appelle pas un humain, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quel moment. Donc ça, va falloir un petit peu avancer. Il y a des choses à faire dans notre conception, mais c'est la première fois où la Terre, je pense, possède une arme pour contrer une extinction. Et l'arme, c'est nous, en fait. Mais on est aussi la cause de celle-ci, en tout cas. Mais il peut en arriver une autre. Hein. Donc du coup, je pense que moi, je suis contre créer des enfants éco-anxieux ou créer une génération de gens éco-anxieux, parce que c'est pas ça. Hein, c'est pas... Quand on est anxieux, en général, au boulot, vous devez le savoir, c'est quelqu'un qui ne sert plus à rien, en gros. C'est-à-dire qu'il est tellement dans son anxiété que... alors que c'est quelqu'un qu'on peut utiliser, faire travailler, qui a des super bonnes idées, tout ça. Mais si on est anxieux, en fait, moi je sais que je peux plus rien faire quand je suis anxieuse. Donc rendre les gens éco-anxieux, mais ça sert à rien. Donner des morales, faire de la morale à des enfants dans des classes, mais on va où là? Ce qu'il faut, c'est des gens qui sont actifs, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont des réseaux. C'est pas ceux qui ont 20 ans. Ceux qui ont 20 ans, ils ont des idées. Ceux qui ont 40, 50 ans, ils sont en place. Exactement. Donc ils prennent les idées de et ils les appliquent, ils les développent. C'est comme ça. Et c'est une société, c'est intergénérationnel. Et ceux qui ont 60, 70 ans, qui ont du temps, ils bossent avec les autres. Donc je pense qu'il faut vraiment, quand on passe entre l'activisme et l'action, pour moi, c'est deux choses complètement différentes, en fait. Mais complètement différentes. On peut être dans l'action sans être un activiste. Mais totalement. Et je pense qu'au contraire, il faut vraiment la biosphère que tu décris, l'organisme qu'on ressent maintenant au niveau planétaire, il faut qu'on le vive au niveau de l'humanité. En fait. Ouais. On est un organisme, on est interconnecté. On travaille ensemble contre ça, parce que là, moi, sincèrement, les 3 derniers qui restent, c'est ceux qui me font le plus peur, en gros. Hein. Donc... Vous parlez tous les deux d'un changement de paradigme et on va aborder ce sujet dans un instant. Je me permets juste un petit pas de côté parce qu'on évoquait justement un peu les fantasmes de la technologie. Il y en a un, il y a quelques mois, vous avez peut-être pu observer des lumières dans le ciel. Vous allez voir la photo et Hélène, j'aimerais que vous puissiez nous la commenter parce qu'elle a une incidence pour vous. Alors ça, c'est mon cauchemar. Ça, c'est mon cauchemar. Et en fait, sincèrement, je l'ai vu que cet été. J'en avais tellement entendu parler. Donc, c'est les trains de satellites de Elon Musk. Et en fait, j'ai une copine avec qui je cours, avec qui je cours dans la campagne, et qui me dit, mais j'ai vu un truc pas possible. C'est pas du tout une scientifique. J'ai vu un truc pas possible. Donc, en fait, quand les gens savent qu'on est astronome, ils pensent qu'on est, je sais pas trop en quoi, en fait. Et donc, il faut que je sache. Donc, je ne sais pas répondre. Je lui dis, écoute, tu prends une photo, tu me diras demain. Et on se voit le lendemain. Et en fait, c'était le soir. Et je l'ai vu aussi, en fait, à côté de chez moi, tout ça. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est-à-dire que moi, quand je vois le ciel, je suis bien. Je suis dans mon univers. Je sais où je suis. C'est le bonheur maximum. Et c'est la première fois où j'ai eu peur. Et en fait, j'ai eu peur de quoi? En fait, on va être mis en cage. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer qu'autour de nous, là, le ciel, ça va être un quadrillage comme ça, une grille.
c'est-à-dire comme un oiseau en cage, ou je sais pas, enfin. Mais quand je vous dis la cage, et avant-hier, j'avais une visioconférence le matin avec mes collègues australiens. Et donc pour nous, c'est tôt le matin, pour eux, c'est tard le soir, mais bon, c'est le moment où on peut se passer l'info. Et en fait, ils nous disent on a dû jeter 16 heures d'observation. Je dis quand ça, nous, on jette rien. Hein, nous, c'est de l'argent public. On a observé 16 heures au télescope. Il faut qu'on en sorte de la science. Il n'y a pas moyen. Et ils disent non, parce qu'on a eu les interférences. Ça, en fait, ça commence à nous empêcher de voir à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va nous freiner dans notre quête de connaissance. Je ne sais pas comment vous dire que ce sentiment d'être mis en cage. Enfin, moi, le ciel, je pense que c'est une des dernières libertés des humains. Quand on ne veut plus regarder tout ce qui se passe là autour de nous, il suffit de lever le regard, c'est à peu près 20 degrés. C'est pas beaucoup. Hein. Donc, vous faites un tout petit mouvement de nuque. Et en fait, vous voyez autre chose. Vous voyez tout l'univers, quoi, au lieu de voir tous les problèmes. Et là, d'un seul coup... Mais c'est... Vous perdez votre ciel, si je peux le dire. Mais je perds mon ciel, mais enfin, on perd tous notre ciel. Pourquoi une personne qui délire complètement, en fait, n'est pas freinée par le reste de l'humanité? Et ça, c'est l'histoire de l'homme. Pourquoi une personne, vous savez, les différentes personnes de qui je peux parler, dans l'humanité, on fait du mal. Et là, en fait, tout ce qui est envoyé dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de législation. Il faut le savoir, en fait. Quelqu'un qui a envie de balancer une Tesla, qui l'empêche? Et en fait, il y a aussi des pays qui ne ratifient pas des traités sur l'espace, des très grands pays. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même fou. Mais le nombre de choses qui tournent autour de la planète, qui peuvent nous tomber dessus, parce que des fois c'est désorbité un peu n'importe comment, c'est envoyé dans les océans, parce qu'à un moment donné, quand on l'a envoyé, il faut en faire quelque chose après. Hein. Donc soit ça retombe, soit on les lance en fait en dehors de l'orbite. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de mettre toute l'humanité, enfin pas toute l'humanité, il est en train de mettre la planète en cage. C'est fou quand même. Et il est rejoint par d'autres, puisque Bezos a commencé cette semaine à envoyer sa propre constellation. Donc là, on est dans le... Alors la bonne nouvelle, je crois que Starlink perd énormément d'argent, donc ça va peut-être s'arrêter ce truc. Pour peut-être orienter notre échange de manière plus philosophique, je reviens aux images que vous avez découvertes en introduction de notre rencontre. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces images, quand on évoque le sujet de l'humain, nous, dans cette immensité? Moi, je peux parler sur les images de la Terre, c'est-à-dire de se regarder nous-mêmes. Si vous prenez du point de vue de la biosphère, qui a évolué pour créer ces différentes créatures, dont l'humain, c'est quand même incroyable qu'avec le programme Apollo, une partie de la Terre ait réussi à s'extraire suffisamment de l'atmosphère, avec de la technologie incroyable, qui peut faire les trucs de Musk ou aussi ça. La Terre s'est vue elle-même. Alors j'anthropomorphise un petit peu, mais c'est quand même un moment incroyable pour l'humanité, parce que c'est la première fois où on se voit nous-mêmes, notre maison, et la Terre, elle se voit. Et vous imaginez une planète qui est comme ça au milieu de l'univers, qui ne s'est jamais vue et qui a envoyé une petite partie. C'est comme si une cellule de votre foie faisait une expédition pour voir à qui elle appartient. Et ça, c'est incroyable, moi, je trouve. Et du coup, ça permet de regarder cette épopée spatiale avec aussi, je dirais, une fonction presque biosphérique, quoi. Mais après, elle nous oblige aussi à prendre soin de la maison qu'on prend. Donc, on n'est pas obligé, au titre de cette technoscience, de faire n'importe quoi. Mais cette technoscience, elle a aussi des très gros apports. Le James Webb, c'est comme si on avait mis des lunettes à une Terre qui était un peu myope. Soudain, on voit beaucoup plus loin, quoi. Ou les télescopes que toi tu utilises, ça nous donne, ça donne à la Terre cette compréhension de l'univers. Donc, pour moi, il y a quelque chose de fabuleux qui est un retour vers nous et un rappel à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette Terre et au rôle qu'on pourrait jouer sur cette planète, nos grandes missions, quoi. Et ce que ça nous dit aussi, c'est que la prochaine étoile, c'est quoi, 4 années-lumière, il faudrait 10 000 générations pour y aller, 10 000 pour revenir. Probablement, le jour où on arriverait, on aurait oublié la question qu'on se pose, quoi. Donc, en fait...
Donc ou alors on a dormi pendant 10 000 générations, mais il y a des gens qui ont montré que le langage mute, quand il reviendrait, on serait plus du tout capable de comprendre, quoi. Et donc en fait, on a ce petit point-là. Donc toute notre transition, ça peut paraître dérisoire, mais de se dire qu'on a bâti la vie ici et qu'on est en train pour parfois des business plans ou des trucs de la détruire parce que les gens disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas changer mon système parce que j'ai mon actionnaire qui dit ça. » Si vous dézoomez, vous dites « Oh !» Enfin, s'il y avait une grosse voix là qui nous regardait, « Ça va les enfants, calmez-vous, ça va aller, le business plan et tout, ça n'existe pas ce truc-là. » Et donc, moi, ça me rappelle à ça. Il y a un moment où il faudra que, je ne sais plus, j'avais lu un truc, si vous prenez une fourmi, vous faites un trait autour de cette fourmi, en fait, elle ne sort pas. Et nous, les humains, c'est pareil. On a des pensées qui font qu'on n'arrive pas à s'en extraire. Et parfois, on s'en extrait, on se dit dire que j'ai pensé à tout ça. Et j'espère que dans 500 ans, on se dira mais avant, les gens, pour des business plans, ils ne voulaient pas changer la planète, etc. Donc, on en est là. Et donc, pour moi, ces images, quand on dézoome dans le temps et dans l'espace, ça nous amène un petit peu à, pas rire, mais à contempler la comédie humaine d'une autre manière. Et justement, si on arrivait à étendre notre conscience dans l'espace et dans le temps, de prendre les décisions autrement, de se regarder sur nous-mêmes autrement. Et si ça nous animait, ben là, en fait, je pense qu'on pourrait prendre des bonnes décisions qui s'inscrivent dans la durée, quoi. J'ai retenu une formule, Hélène, de notre échange il y a quelques jours, où vous me disiez que pour vous, c'était important de rendre la science belle et émotive. Pardon. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé à accepter le projet de Jean-Pierre ? Totalement. Moi, je pense que quand je suis avec vous, typiquement, je ne suis pas là pour vous faire un cours, je ne suis pas là pour vous faire de la pédagogie et une progression progressive vers une progression progressive, une progression comme je ferais en cours. Si je veux faire un cours, je suis enseignant-chercheur, vous venez à la fac, en plus maintenant il y a l'université ouverte, je peux faire un cours avec pédagogie, concept, voilà, et on avance. C'est pas ça du tout. Je pense que quand on est en train de s'intéresser à un public plus large et qu'on n'est pas... moi, je fais un cours qui s'appelle, par exemple, l'astronomie pour les poètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équation dedans, mais il est construit comme un cours, c'est-à-dire qu'il y a une progression pédagogique, etc. Ici, c'est pas ça. Ici, on a 1 heure ensemble et vous allez partir de la Terre et aller jusqu'à la Naya Kea et on va pas... Moi, je ne vous ai pas donné les noms de toutes les unités, tous les trucs et tout ça, mais en fait, vous avez senti, vous avez ressenti. Et je pense qu'on s'est beaucoup trompé depuis les années 90. Enfin, beaucoup trompé. Et nous, quand on dit se tromper, c'est jamais grave, hein, parce qu'on fait des tests qui sont des voies négatives. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller dans cette direction, c'est pas grave, on a testé ce filon, ça ne marchait pas, hop, maintenant on en teste d'autres. Et je pense que la vulgarisation, ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique, la remédiation scientifique, je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est montrer la science brute. En fait, il faut vraiment vous emmener au laboratoire, vous emmener dans nos résultats, vous emmener avec nous, là, à la frontière de la connaissance, là où on en est, et que vous ressentiez nos sentiments face à ça, en fait. Parce que c'est là où l'information, elle est vraiment passée. Moi, je dis toujours, quand j'étais enfant, il y avait Hubert Reeves, Yves Coppens, Haroun Tazieff, ils parlaient à la télé, mais à 19h30, à 20h, les heures de grande écoute, et ils ne faisaient pas de la progression pédagogique. Hein. On allait sur le volcan avec Haroun Tazieff, et tous les enfants de mon époque, on voulait être volcanologue, égyptologue, astrophysicien. En fait, la science, c'était de l'émerveillement. Et je pense que d'avoir voulu faire trop de vulgarisation scientifique, je ne sais pas comment le dire, et j'ai rien contre les médiateurs scientifiques, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être plus dans le ressenti, que ce soit artistique. Moi, je travaille avec ces artistes qui prennent mes données et qui font qu'elles sont transmissibles par la voie de l'émotion, pas par la voie d'une compréhension pédagogique. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, dans la journée, là, j'ai rencontré, comme c'est la fête de la science, je ne sais même plus ce que j'ai fait de ma journée, en gros, mais ça a commencé le matin, oui, donc plutôt des politiques, tout ça, l'inauguration du bureau du oui, après des scolaires, des petits, après je suis allée à la radio France cet après-midi. Mais c'est toujours la même chose dont je parle, toujours, et avec quasiment les mêmes images. Donc je pense qu'il y a des supports qui sont universels pour transmettre de l'information, et c'est nos sens.
en fait, et nos sens. Alors, j'ai pas encore fait un parfum Laniakea. Pas encore. Mais alors, des musiques, il y en a plein. Vous pouvez regarder Laniakea. Mettez-vous sur Spotify. Vous aimez le indie rock, vous aimez le classique, vous aimez le jazz. Il y a un album Laniakea. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes visuels, parce que moi, je suis plus visuelle. Donc, on a fait du tissage d'univers sur des pièces qui font 40 mètres de long, de tissu. Enfin, ces choses-là me parlent à moi. Vous avez fait des robes aussi, je me souviens. Ouais, voilà. Et demain, je vais travailler avec une dame qui fait des galaxies en sucre et en œuf. Gastronome, astronome, là, une réalisatrice qui fait des choses très belles à partir... alors moi, ça, c'est mon rêve, parce que j'adore manger. Et, j'ai toujours rêvé de faire ça, enfin, ce sens-là, de l'explorer autrement et d'essayer de le ramener à l'univers, mais c'est compliqué. Mais voilà, je pense qu'il est temps. Je ne sais pas si c'est une vraie crise de confiance qu'on a en la science, mais en tout cas, la société interroge son rapport à la science en ce moment. Et c'est le bon moment pour qu'on change ce lien-là, parce que la science nous permet de comprendre ce qui arrive à notre grand organisme vivant. On sait des choses sur le passé qui nous permettent de modéliser ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Et je pense que pour ramener des gens, c'est pas du côté de la science, parce que c'est pas une religion, hein, mais du côté d'un esprit scientifique, en fait, que tout le monde peut avoir juste par son ressenti. En fait, c'est une envie de sentir les choses autrement. Donc moi, je suis assez sur cette voie en ce moment. Jean-Pierre, vous êtes écrivain. Forcément, le narratif, ça fait partie de vous. Et on le voit aussi au travers du projet One Home. À l'échelle de l'univers et de la Terre, comment est-ce qu'on fait évoluer ce narratif ? La question du narratif, je ne sais pas si vous voyez les débats en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il nous faut un grand récit auquel l'humanité pourrait aspirer. Moi, je me suis collé à ça il y a 10 ans en publiant 2 romans qui expliquent comment on pourrait changer l'état d'esprit de l'humanité pour pouvoir faire une révolution bleue qui transforme tous les systèmes, toutes les institutions pour arriver à une humanité qui épouse en fait cette biosphère et ses limites planétaires. Et donc ça, j'avais fait un premier roman qui était sur 2 premiers romans sur ce changement d'état d'esprit, mais cette révolution bleue était à raconter. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire cette suite là, qui est une trilogie qui sortira l'année prochaine. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est un grand récit quoi, qui transforme, quels sont les livres ou les histoires qui m'ont transformé. Et en fait, en regardant des analyses sur la psychologie, je suis tombé sur des études en psychologie sur quelque chose qu'on appelle le self-narrative, l'auto-narratif. Et en fait, on se rend compte qu'un être humain, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qu'on se raconte sur soi-même. C'est-à-dire que mes molécules, là, moi, j'ai sélectionné un certain nombre d'événements qui me sont arrivés dans la vie, et ça, c'est moi. Et donc, je m'exprime en tant qu'auteur, en tant que mathématicien, mais j'aurais pu très bien être Hélène, j'aurais pu très bien être Caroline, et donc je suis une histoire. Et qu'est-ce que c'est quelque chose qui vous change ? C'est quelque chose qui change l'histoire que vous avez sur vous-même. Quand vous devenez végétarien, avant vous ne l'étiez pas, puis vous dites « Ah ben non, mais maintenant ça me semble fou de manger des animaux », vous ne le faites pas. Donc qu'est-ce qui fait qu'un narratif peut changer ça ? Et donc il y a plusieurs choses qui peuvent vous changer, c'est des expériences, des émotions, ou une histoire où quand vous vivez quelque chose avec les héros, vous dites mais en fait c'est mieux ce truc-là. Donc moi j'ai envie de vivre ça. Et donc pour moi le grand enjeu de ça, c'est pas de raconter l'histoire de la transition, c'est de raconter la nouvelle histoire que l'humanité se raconte sur elle-même, quoi. Et dans ces lignes de code qu'on a dans notre tête, il y a quelque chose qui est relatif à notre place dans l'humanité, notre place dans la biosphère. Et en fait ce narratif il est très pauvre aujourd'hui. Quand vous naissez, vous appartenez à une nation, mais ça vous oblige à rien vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de la biosphère. Dans le narratif, on va dire dans l'état civil, cette question-là n'est pas enseignée non plus aux enfants. Et donc, il y a quelque chose pour nous remettre à notre place, pour remettre les choses dans l'ordre, dans les petites choses qu'on se dit en se réveillant le matin. Et moi, ça m'a amené en fait à des réflexions sur justement qu'est-ce que c'est cette transition écologique. Et si vous la regardez de loin, justement de Laniakea ou de plus près, vous dites là vous avez une planète qui a développé de la vie complexe, avancée technologiquement, consciente, etc.,
qui arrive en butée avec ces limites planétaires. La dernière fois, c'était il y a 2,3 milliards d'années quand les bactéries ont failli oxyder la planète. Donc, c'est pas souvent qu'une espèce dépasse ça. Donc, il faut pas prendre ça comme un petit truc, c'est un énorme truc. Et en fait, les bactéries, elles ont muté à l'époque pour ce faire. Il y a eu la respiration qui s'est inventée. Et nous, il faut qu'on mute. Donc, la question que je me suis posée, c'est quelle pourrait être l'évolution de l'espèce humaine pour arriver, en fait, à transitionner ça. C'est-à-dire, quelle est l'évolution de nous-mêmes. Et en regardant en fait l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, si je mettais des pointillés sur les 50 prochaines années, je me dis, si l'histoire de l'humanité se finit par « et ils moururent tous d'une guerre nucléaire généralisée » ou « ils moururent tous d'un réchauffement planétaire de plus 8 degrés », c'est pas super comme fin d'un point de vue d'un écrivain. Et l'univers est tellement merveilleux, je me dis, il y a forcément une autre fin, quelque chose de plus beau. Et en fait, en regardant l'évolution de l'univers, moi j'étais toujours très marqué par le passage du monocellulaire au multicellulaire. Parce que soudain, vous avez des petites créatures qui créent un tout plus grand qu'eux et qui acceptent de travailler pour ce tout. Vous êtes vous-même la coopération de 30 000 milliards de cellules et 30 000 milliards de bactéries qui coopèrent à chaque moment pour être vous. C'est incroyable, on ne le célèbre pas, mais c'est quelque chose qui est fou. Et au niveau de l'humanité, je me suis dit peut-être que la prochaine la prochaine évolution, c'est pas d'avoir des bras plus longs, des cheveux plus courts ou un nez plus différent. L'évolution, c'est de se considérer comme un collectif humain planétaire, donc d'assumer le fait qu'on soit un grand humain de 8 milliards et que nous, on est une partie de ce tout. Et si vous considérez déjà votre rapport à l'humanité de ce truc-là, l'autre, c'est vous, mais qui a eu une autre vie. En anglais, moi, je dis toujours « we are each other ». Nous sommes tous, quoi. Et ce changement-là, en fait, dans mes travaux, je l'ai trouvé dans Le Petit Prince. Et quand vous regardez, en fait, Le Petit Prince, c'est un grand humain qui est sur une petite planète. Et quand vous lisez Le Petit Prince avec ces lunettes-là, en fait, c'est un manuel de gestion de la petite planète, de quelqu'un qui est venu d'une planète où ils ont fait cette transition, où ils ont réussi à vivre comme un humain. Et lui, son premier truc, tous les matins, il faut prendre soin de sa planète. Et nous, on ne prend pas soin de notre planète. On devrait tous passer 2 heures à ranger notre quartier, mettre des fleurs, des petits papillons, etc., prendre soin des uns des autres. Et ça, c'est vraiment les leçons du Petit Prince. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais raconter non pas l'histoire de la transition écologique, mais le passage d'une humanité où on se considère comme séparés les uns des autres en faisant partie d'un collectif humain planétaire. Et ce collectif humain planétaire, il n'est pas posé sur la Terre, il est à l'intérieur de la biosphère. Et en fait, moi, je pense que l'avenir de l'humanité, enfin, c'est une proposition, on pourrait être un organe de cette biosphère. Et un organe, c'est quoi? C'est des cellules qui décident finalement de se mettre ensemble pour créer une nouvelle fonction. Et là, vous avez plein de gens qui vous disent « ouais, mais l'humanité, elle ne sert à rien, elle n'a pas de fonction ». Mais si, en fait, on a des tas de fonctions. La première fonction, c'est des fonctions qu'on a vues là, c'est d'aider la planète à comprendre l'univers, et ça, c'est une fonction incroyable. Une autre fonction qu'on pourrait avoir, c'est prendre soin, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais on pourrait prendre soin de cette planète, on peut la défendre, comme tu dis. Et donc, tout ça, bout à bout, un organe, en général, ça a 3, 4, 5, 10 fonctions. Moi, j'en ai trouvé 16 des fonctions. Et si on se dit, ah ben, non seulement on appartient à un collectif, donc ça change les rapports des uns aux autres. Et là, on est quand même face à une guerre terrible qui se passe aujourd'hui là au Moyen-Orient. Cette notion, si on appartenait à un collectif, ça va au-delà des races, ça va au-delà des religions, ça va au-delà des États-nations. Ça pourrait changer complètement nos rapports à l'autre. Et puis, si on se situe non pas au-dessus de la biosphère en disant ça c'est à nous, mais à l'intérieur, ben en fait ça renverse les valeurs, c'est-à-dire qu'on admet qu'on est tous au service de la biosphère pour ça. Et le fait d'expliciter une fonction, ça nous donne un sens, parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de gens, vous demandez à quoi sert l'humanité, ils vont vous dire à rien, alors qu'en fait, voilà. Et le fait qu'on n'ait pas formulé le projet humain, on ne peut pas avancer. C'est comme si on disait à une équipe de foot, vous devez tout changer dans tous les trucs pour rentrer à l'intérieur des limites planétaires. Et en plus, vous êtes nuls, vous n'êtes pas voulu par la biosphère. En fait, je pense qu'il faut aller chercher ce qu'on a de plus grand en nous. Voilà. Donc moi, cette nouvelle espèce de ce collectif humain planétaire, je l'appelle Homo Biosphéris. Et il faudrait se dire que dans cet univers, à un moment, on arrivait à muter, c'est-à-dire qu'on s'est assagi et on a assumé nos fonctions. Et ça n'empêche pas de rester les uns les autres comme nos petites cellules indépendantes avec notre diversité, mais de travailler au sein de quelque chose de gros et de retrouver notre place dans le cosmos. Et voilà,
Donc cette révolution bleue, là, il y a le premier tome qui sort l'année prochaine, je crois qu'il y a la photo. Exactement, j'allais dire que vous nous faites un cadeau ce soir. Ouais, donc je vous révèle à la fois, pour certains s'ils avaient lu mes précédents romans. Voilà, on découvre la couverture. Le titre s'appelle La Petite Princesse, donc c'est un clin d'œil au Petit Prince qui incarne en fait cette humanité assagie future qui a vécu là-dessus. Et l'histoire de ce roman, c'est une petite fille qui découvre qu'elle a un cœur gigantesque et qu'elle peut activer cette révolution bleue parce qu'en fait, le vrai pouvoir de ça, pour faire que des individus travaillent pour un collectif, c'est l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça qui lie des cellules entre elles, c'est des forces d'union par rapport à des forces de séparation qui pourraient être la haine ou la peur. Et donc c'est un thriller où elle doit combattre la vision des États-Unis et la vision en fait de la Chine, qui ont elles des visions d'organisation du monde, mais qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Et elle incarne cette troisième voie qui est cette révolution bleue. Et quand j'ai fini d'écrire ce livre, j'ai découvert qu'en fait, dans une série de lettres qui a ressurgi il y a 1 an et demi, que Saint-Exupéry avait promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui s'appelait La Petite Princesse. Et ça, c'est une lettre qui n'est pas connue. Et donc, j'ai changé l'histoire pour que ce manuscrit de la suite du Petit Prince soit le cœur de l'intrigue. Et aujourd'hui, dans la salle, il y a Olivier Daguet, qui est à la tête de la succession Saint-Exupéry, mais qui est le petit-neveu de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry n'a pas d'enfant, donc sa sœur a un petit-fils et il est ici. Et c'est lui qui va écrire la préface de ce livre. Donc voilà, je voulais vous partager ça, mais c'est un grand récit sur la suite de l'humanité et de montrer comment on pourrait non pas juste faire une transformation physique du monde, mais de nous-mêmes et de nos rapports aux autres et au monde. Voilà. Date de sortie? Ça sort le 1er février. Donc, 1er février 2024. Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes. J'ai fait un engagement, j'ai pris un engagement, qu'on finirait à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre 2-3 questions dans la salle, mais également auprès des personnes qui nous suivent en live stream. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat. Si c'est possible d'allumer un tout petit peu les lumières, comme ça, on vous verra. Ça sera beaucoup plus sympa pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a... monsieur, vous avez la première question. Le micro arrive. Bonjour. J'ai entendu aujourd'hui que le Tonga Tonga, qui est un volcan, je suppose, de l'autre côté de l'équateur, a fait son explosion, qu'il n'y en a jamais eu d'aussi puissante et qu'on mettra 40 ans à récupérer ce que lui a détruit au niveau de l'ozone. Donc moi, la question que je me pose, c'est pas, nous, nos bombes atomiques, etc., à côté de la puissance de la planète, c'est vraiment du pipi de chat. Et je me dis, s'il y a 2 ou 3 Tonga Tonga qui pètent un petit peu partout, dans le schéma qu'il y avait là, à propos de, on va dire, de ce qui nous reste d'ozone, qu'est-ce qu'on va tenir? Parce que qu'on mette des bombes ou qu'on n'en mette pas, 3-4 volcans comme ça. Alors déjà, il y a quelques années, là, en 2008, le Léviathan-Yokul, là, qui nous a noirci tout l'espace, ça a été quelque chose. Alors là, si on met 40 ans à récupérer le peu d'ozone que lui a foutu en l'air... Après ça reste des si. On n'a jamais prouvé que ça allait arriver. Donc là, si on décide au nom d'événements futurs qui nous tuaient de mourir, c'est un choix, quoi. Mais je pense que nous, la seule chose qu'on peut agir, c'est agir maintenant sur ce que l'on sait qui est un péril et de développer les capacités d'adaptation, comme tu disais, qui fait que si un jour il y a un péril encore plus grand, on ait développé en nous des qualités humaines qui fait qu'on saura réagir à cette crise ultime. Mais si on se dit, si vous regardez l'avenir de la Terre sur les 100 millions de prochaines années, il va s'en passer des catastrophes. Et justement, peut-être que la faculté de l'humanité, c'est d'avoir d'énormes facultés d'adaptation, de se dire qu'est-ce qu'on fait quand on a ça. Et on voit aujourd'hui, quand vous avez une épidémie comme le Covid, tout le monde se bat, il y a des avis différents, etc. Mais c'était nouveau quand même dans l'histoire de l'humanité. Mais je pense que cette crise des limites planétaires, ça peut être quelque chose d'énorme pour fabriquer des nouvelles valeurs humaines qui fait que justement, il y a eu un problème en Afrique, venez tous en Europe pendant 30 ans, on va un peu... Mais comme ça se faisait pendant les guerres, vous venez tous dans notre village, on va vous héberger et de développer des nouvelles formes de coopération parce que voilà. Et donc l'adaptation de l'humanité, elle est incroyable, mais aujourd'hui, parce que l'autre, on ne le traite pas de la même manière que nous, on n'arrive pas à trouver des solutions ensemble. Donc effectivement, ces périls, il y en a plein. Je veux dire, moi, un des plus grands périls, quand j'ai regardé ce qui pourrait nous arriver, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est des éruptions solaires massives qui pourraient détruire en fait tous les équipements électriques, électromagnétiques qu'il y a sur la Terre. Et s'il y avait ça aujourd'hui,
plus rien ne fonctionne. Tous les trucs de distribution, d'eau, etc. Donc on est en train de tout électriser. Il n'y a aucune cage de Faraday sur ces trucs-là. Et si ce truc-là arrivait, et on sait que ça arrivait en 1859, ça s'appelle l'événement de Carrington, où s'il y a eu la même explosion, en fait tout est grillé et on fait comme si ça n'existe pas. Donc là on est en train de tout électrifier sans se poser la question. On devrait utiliser en fait de la photonique comme disait Hélène. Et puis là, je crois hier, il y a eu un truc dans Nature où ils ont trouvé un événement en moins 14 300 avant notre ère, où là, il y a eu une éruption solaire encore beaucoup plus grosse que l'événement de Carrington. Donc ça, la probabilité que ça arrive, c'est possible. Et le Soleil, c'est quelque chose de complètement aléatoire. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une éruption énorme, mais elle n'a pas été dans la direction de la Terre. La Lloyds, qui est donc cette grande firme d'assurance, a estimé à 2000 milliards de dollars les dégâts si ça avait touché la Terre. Et c'était une petite, c'était pas aussi gros que Carrington. Donc en fait, je pense que ce que nous disent tout ça, c'est qu'il faut qu'on soit adaptable, coopérant et flexible, et que ce qu'on a là, c'est un test de choses peut-être terribles, mais la seule chose qu'on peut faire après, c'est de profiter de la vie et de l'émerveillement de l'univers pendant ce temps-là. Il nous reste 5 minutes. Je tiens juste à préciser, que vous pourrez retrouver Jean-Pierre et Hélène juste après pour une séance de dédicace de leur ouvrage en bas dans le hall. Vu qu'il reste 5 minutes, je propose, s'il y a des questions via le live stream, alors peut-être via le live stream, parce que vous aurez la possibilité d'aller à leur rencontre. S'il y en a via le live stream, je veux bien qu'on en prenne une. Alors, on va te donner le micro, Théophile. Vas-y, c'est à toi. Alors du coup, il y a une question. Je ne crois pas avoir entendu la réponse d'Hélène Courtois sur les projets futurs sur lesquels elle travaille. Un nouveau Cosmic Flow ? Alors, peut-être. J'ai toujours beaucoup de mal, moi, à savoir ce que je vais faire, comment ça va s'appeler après, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Mais oui, là, actuellement, j'ai 56 000, 60 000 galaxies à peu près, et je sais que dans les 5-6 ans qui viennent, je vais passer à un demi-million. Je vais passer de 50 000 à 500 000 en gros, parce qu'il y a ces grands radiotélescopes qui ont été construits en Australie, en Afrique du Sud. Il y a un radiotélescope géant, donc ça c'est des multi-antennes. Il y a un radiotélescope géant qui est en Chine, le FAST, et j'ai su par des collègues que ça démarre bien. Ça démarre bien depuis 3 ans. Je travaille sur un télescope qui est au Chili, qui s'appelle le VISTA. Je fais partie du board exécutif. C'est un nouveau télescope avec 4000 fibres, donc on va faire énormément de galaxies. En fait, actuellement, on a découvert comment accélérer les choses. Et effectivement, je vais passer de 50 000 galaxies pour faire ces cartes à 500 000 galaxies. Donc c'était la taille que j'ai montrée là, avec les petits super amas violets qui sont au loin. On va faire ce volume-là dans les 5-6 ans qui viennent. Et ça va nous permettre de comprendre. Alors ici, nous, on appelle ça l'univers local. Et après, une fois que j'ai fait ça, donc je ne sais pas si ça va s'appeler Cosmic Flows ou pas, parce que les noms d'équipes changent et notre sociologie de scientifique change. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 22 ans, quand j'ai commencé l'astronomie professionnelle, en fait, c'était des petites équipes de 3, 4, 5, 6 personnes. Et puis après, Cosmic Flows, j'ai monté une équipe internationale parce qu'il me fallait des Russes, des Australiens. Il fallait tout le monde pour qu'on utilise tous les télescopes. On est monté à 40 personnes, peut-être au maximum. Et Euclide, on est 1500 personnes. Ça n'a jamais été fait. C'est une manip en astrophysique. 1500 personnes. Comment on fait fonctionner 1500 personnes ? Comment pendant 12 ans pour construire une chose, donc il y en a qui sont en train de vérifier tel boulon, l'autre qui est en train de vérifier tel truc, de 16 pays différents, 16 cultures différentes, 16 langues différentes. Donc là il y a aussi des histoires de sociologie, comment on donne un talk, comment on parle à une salle, c'est pas du tout pareil en France que dans un autre pays, hein. Donc voilà, en fait, on est une entité, on évolue, on sent bien que nous, les scientifiques, on change. Donc c'est sur ça que je vais travailler. J'en ai jusqu'à ma retraite, ne serait-ce qu'avec Euclide, qui va observer là pendant 6-7 ans. Analyser les données, ça va prendre 10 ans, ça va m'amener à la retraite, en fait. Donc, enfin, celle qui a été votée récemment. Bon, après, les scientifiques, apparemment, c'est comme les artistes, ça ne s'arrête jamais, hein. Moi, de tous ceux que je connais, j'ai des collègues qui ont 83 ans qui me challengent encore intellectuellement parfois. Donc, bon, je pense que ça ne s'arrête pas. On fait partie, en plus, les scientifiques, on vit très, très vieux. Donc, je pense que ça fait partie de... Je ne sais pas, ça doit être bon pour l'organisme, je ne sais pas.
C'est comme, il paraît que les physiciens vivent aussi vieux que les peintres. Ah ouais. Et les peintres, apparemment, vivent très très vieux. Voilà. Donc j'ai bon espoir de continuer à faire ça jusqu'à ce que je m'éteigne. Du coup, Oui. ma question, Alors c'est pour très rebondir. rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes et il faut vraiment qu'on rende la salle à Ok. 20h30. Est-ce que vous pensez du coup qu'on peut ralentir le temps? Oui, oui, alors ça c'est hyper facile. Hein, on le fait déjà. Voilà la preuve. Alors, en fait, dès qu'on touche à la gravitation, c'est ça qui est magique, hein, c'est qu'on peut accélérer le temps ou ralentir le temps. En fait, dès qu'on touche à la gravitation, on touche à l'espace-temps, on peut commencer à, bon, dans nos délires de science d'anticipation, j'appelle ça pas de la science-fiction, mais c'est vrai que si on comprend bien la gravitation, on pourrait commencer à faire onduler l'espace-temps, raccourcir. Alors, passer d'un endroit très lointain dans l'univers, on en parlait des fois quand tu me racontais comment tu écrivais tes livres, à un autre endroit, on peut changer de concept. C'est-à-dire qu'on aura peut-être 10 000 générations, je peux vous dire qu'on sera très très débile au bout de 10 000 générations pour aller juste sur Alpha du Centaure, qui est la première planète, en ce qu'on appelle en zone habitable, qui n'a que 4 années-lumière, mais c'est à côté de nous. Et là, 10 000 générations, vous savez que la consanguinité, normalement, au bout de 2-3 générations, on commence à avoir des problèmes. C'est vrai, j'avais même pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça? Si, si, mais c'est le ouais, premier non, mais problème. tout à l'heure, C'est j'ai le pas premier dit. problème, là. Vous envoyez 100 personnes, enfin, même si déjà, on ne sait pas envoyer 100 personnes. Hein. Pour l'instant, on s'est envoyé 5-6 personnes. 5-6 personnes qui s'auto-croisent pendant 10 000 générations. Sincèrement, je pense que même si c'est un bouton rouge qu'on leur met pour sortir de la capsule, je ne suis pas sûre qu'ils se rappellent qu'il faut appuyer sur le bouton rouge. Hein. Donc après, revenir, nous envoyer des infos. Et ça, c'est Alpha du Centaure. Quand je dis qu'il n'y a pas de plan B et qu'on n'ira nulle part, je ne sais pas comment le dire, en fait. Hein. C'est plutôt clair. Voilà. Et Mars, alors Mars, je l'ai déjà dit hier soir, mais Mars, il ne faut pas y aller. Hein. N'y allez pas. Hein. Il fait moins 480 certains moments, moins 80, enfin, je sais pas, à 40 degrés, là, vous êtes mal quand même. 480. Donc, on va laisser y aller. Il y en a qui rêvent d'aller là-bas. Voilà, on sait qui. Voilà. Donc, Je vous propose, je suis navrée, il faut que je mette fin, je vois qu'on me fait signe, à notre rencontre. Merci infiniment à tous les deux. J'ai 2 messages. J'ai 2 messages à vous passer. Le premier, pour celles et ceux qui sont avec nous en salle, vous pouvez donc retrouver Hélène et Jean-Pierre juste en bas pour une séance de dédicace. Le deuxième, vous avez un QR code ici. Si vous souhaitez soutenir le Festival Atmosphère, je vous encourage vraiment à le faire. C'est un événement qui existe depuis 13 ans, qui est gratuit, qui est ouvert à toutes et à tous, qui vous permet d'avoir accès à des événements, des rencontres exceptionnelles comme celle-ci. Même un petit don compte. Donc vraiment, je vous encourage à le faire et merci par avance pour toutes celles et ceux qui œuvrent chaque année ici à Courbevoie à la réalisation et la concrétisation de ce festival. Merci à toi, Caroline. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne aussi. Merci beaucoup.